Et bonjour et rebonjour tout le monde. Alors, il est 18h05, comme promis. Nous allons commencer cette petite webinaire, webconférence sur l'assurance chômage et un petit peu ses conséquences pour l'ensemble des métiers de notre champ, de nos milieux. Alors moi, je m'appelle Antoine Galvani, je suis secrétaire général adjoint de la Fédération CGT du spectacle, même qui aujourd'hui est plus large que le spectacle. C'est la CGT du spectacle, de l'audiovisuel, du cinéma, de l'action culturelle, de l'information et des arts. Et notamment, nous avons accueilli très récemment le syndicat national des journalistes CGT, et nous avons aussi le plaisir donc d'avoir avec nous Sonia Reine, qui représente donc le SNJ CGT, et qui est journaliste pigiste, qui animera également une partie de ce webinaire. Et aussi, nous avons Camille Chevalier, donc, qui est militante du collectif Sous les écrans l'ADECH, collectif qui défend les précaires, les travailleurs et travailleuses précaires des festivals de cinéma, qui a fait un petit peu de bruit pendant le Festival de Cannes par quelques actions qui étaient tout à fait remarquées. Et donc, ensemble, nous allons présenter un peu les conséquences de la réforme de l'assurance chômage qui, contre toute, je ne vais pas dire contre toute attente, mais un petit peu contre toute forme de raison, s'apprête à être publié là, sous peut-être ce soir, peut-être demain, mais le décret vient de passer en Conseil d'État. On vient donc de savoir qu'il a été validé à deux, trois petites lignes près par le Conseil d'État, et donc il va être publié et prorogé. Donc, on parlera donc de la réforme en général, de ses conséquences pour les droits des chômeurs et chômeuses du régime général. Et ensuite, on fera un petit focus donc sur trois catégories de travailleurs et travailleuses. D'abord, donc, les journalistes pigistes, ensuite les travailleurs et travailleuses, les salariés des festivals de cinéma particulièrement, et ensuite les intermittents et intermittentes du spectacle. Et on répondra évidemment à vos questions, que vous avez un petit onglet questions-réponses. Vous êtes invité à écrire directement dedans. Et on y répondra soit au fur et à mesure, soit on prendra un temps à la fin si certaines questions méritent d'être développées un peu plus. Et donc, on peut pas démarrer ce webinaire sans faire un petit point quand même, sans prendre la mesure du contexte politique actuel d'effervescence électorale, là, dans lequel on sait que tout peut basculer d'ici une dizaine de jours. On a donc Emmanuel Macron qui, selon ses propres dires, a dégoupillé une grenade, et d'ailleurs certains disent qu'il a lancé la goupille. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez intense. Et même dans ce contexte donc, où tout peut basculer, ben, le gouvernement continue de mener sa politique antisociale qui est complètement contradictoire avec les déclarations d'Emmanuel Macron qui dit qu'il va gouverner autrement après les élections. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir à la fois à gérer ce face-à-face avec l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir et toujours de continuer à lutter contre la politique antisociale de Macron. Et du coup, même je dis ça pour être tout à fait honnête, on est, nous, de notre côté, côté des militants syndicaux, où on est débordés, parce que toute notre énergie, elle passe dans la lutte contre l'arrivée du Rassemblement national et de ses alliés au pouvoir, hein. C'est notre priorité absolue. Priorité également que cette lutte, enfin le rejet du RN s'accompagne aussi du départ du pouvoir en place, qui lui a servi de marchepied, hein, comme on l'a dit, à coup de réformes antisociales et autoritaires. Et donc, c'est la lutte contre la réforme de l'assurance chômage, la lutte pour l'assurance chômage, elle paraît un peu dérisoire dans ce contexte, mais on est bien obligé de s'en occuper malgré tout, parce que concrètement, là, il y a la vie de milliers de personnes qui est en jeu, donc ça va changer littéralement la situation pour des milliers de personnes au moment de l'application du texte qui se fera à partir du 1er décembre. C'est pas une application immédiate, mais au 1er décembre, les règles changent et elles changent de manière radicale.
Et on s'en occupe du coup en faisant de l'information, mais aussi en faisant de la mobilisation. Donc, je peux dire d'ores et déjà qu'on appelle tout le monde à rejoindre les mobilisations qui se passent partout en France. À Paris, ce sera à 11 heures devant le MEDEF pour un départ en manifestation, mais qui vont porter donc la lutte contre la réforme de l'assurance chômage, tout en portant toujours aussi ce truc qui nous traverse aujourd'hui tous les jours de lutte contre l'arrivée de l'extrême droite. Donc, pour commencer, je vais juste faire une petite mise en contexte sur ce qu'est l'assurance chômage et comment on en est arrivé, enfin, quelle progression elle a subi dans l'histoire de manière très rapide, parce que c'est assez difficile de rentrer dans les détails. On a promis de faire quelque chose de court. Et puis, ensuite, je donnerai donc les grandes lignes de cette réforme. Avant ensuite de faire les focus dont on a parlé. Donc l'assurance chômage, elle est née, elle existe telle qu'on la connaît depuis 1958, hein, sous l'impulsion principalement des syndicats de salariés. Et elle s'est fondée sous la gouvernance de l'UNEDIC, ce qui s'appelle l'UNEDIC, qui est un organisme paritaire, c'est-à-dire qu'il est gouverné à parts égales par les syndicats de salariés et par les syndicats d'employeurs. Cette gouvernance, d'ailleurs, la CGT était contre à l'époque et souhaitait intégrer l'assurance chômage à la sécurité sociale parce qu'on savait que dans ces systèmes paritaires, en réalité, le poids va toujours aux organisations patronales. Et effectivement, on a traîné un peu ça comme un boulet pendant pas mal d'années, particulièrement à partir des années 80. Mais après, ces dernières années, ça a été, on a découvert qu'il y avait pire que le paritarisme. Mais bon, à partir des années 80, on a quand même une grosse pression du patronat qui conduit à des baisses successives de droits pour les chômeurs et chômeuses, hein. Pour donner un exemple très simple, avant 82, l'indemnisation chômage, elle est à hauteur de 90% du salaire brut. Aujourd'hui, on est à 57% du salaire brut, ou alors 40%, 40,4% exactement, plus 12,95 € du salaire journalier. Et le salaire journalier, on se préoccupe même plus du salaire brut, mais depuis une réforme très violente en 2021, Sonia en dira sans doute un mot tout à l'heure, on ne regarde plus le salaire en tant que tel, mais la moyenne des salaires qu'il y a eu sur toute la période. C'est-à-dire que même les périodes sans emploi sont prises en compte dans le calcul des revenus, donc ça donne des baisses de droits. On s'était largement mobilisé contre cette réforme en 2021, en plein Covid. Donc on a des baisses de droits successives, mais on a une accélération de ce processus de casse des droits des chômeurs et chômeuses depuis l'élection d'Emmanuel Macron, avec trois grandes réformes avant celle-ci, une en 2019 qui durcit les conditions d'indemnisation, une en 2021 je viens d'en parler, donc qui fait globalement baisser le niveau d'indemnisation, particulièrement des travailleurs et travailleuses précaires en emploi discontinu. Et une en 2023 qui a mis en place notamment France Travail et qui est d'ailleurs en cours d'application avec, on connaît l'histoire des 15 heures d'activité obligatoire pour les, pour les allocataires du RSA, entre autres choses. Et donc arrive donc cette quatrième réforme très violente. En plus de ça, Macron, il a mis quasiment fin au paritarisme dont on parlait au début de ce webinaire, en le mettant sous tutelle, c'est-à-dire que maintenant, c'est le gouvernement donne une lettre de cadrage qui dit à peu près aux partenaires sociaux ce qu'ils doivent négocier, hein. Et les partenaires sociaux, bah, du coup, s'ils arrivent pas, s'ils donnent quelque chose qui ne correspond pas à la lettre, justement à la lettre de cadrage, le gouvernement est libre de faire ce qu'il veut avec les règles. Et ça a été légitimé notamment par le basculement de la cotisation sociale qui autrefois était payée exclusivement par les cotisations sur les salaires. Et aujourd'hui, ça a été basculé vers la CSG qui concerne beaucoup plus, un champ beaucoup plus large que celui des salariés. Et donc, ça a légitimé la reprise en main de l'assurance chômage par l'État. Et ce qui veut dire que, grosso modo, ce qui s'est passé, il y a quand même eu des négociations chômage là en octobre-novembre. 2023. Et le gouvernement n'a absolument rien repris des résultats de ces négociations, sauf le pire, en gros. Et y compris, notamment, j'y reviendrai plutôt à la fin quand on parlera des intermittents, mais on a eu des négociations spécifiques sur les intermittents qui aboutissent à un accord unanime avec les organisations patronales. Absolument aucune ligne de cet accord ne figure dans le texte, le décret qui va être publié. Mais le décret qui va être publié, pour autant, je le dis comme ça, le MEDEF et les autres organisations patronales, elles ont donné un avis favorable à ce décret, donc on peut se dire que ça va quand même plutôt dans leur sens, même si c'est pas, même si même si le gouvernement a sauté à pieds joints sur le paritarisme.
Donc je viens à la réforme en elle-même, à ce qui va se passer donc pour les chômeurs et chômeuses du régime général, hein. Je le dis ici parce que on a pas mal d'intermittents, intermittentes dans le lot. On viendra après sur ce que ça change pour ces catégories ou sur ce à quoi on peut s'attendre, mais là ça concerne le régime général. Par contre, ça concerne beaucoup de gens dans nos secteurs, notamment du spectacle, parce qu'avec les restrictions budgétaires dans le spectacle vivant, par exemple, on peut s'attendre à des vagues à un moment que ça conduise à des vagues de licenciements et que donc on se retrouve avec des personnes au chômage avec donc le poids de l'ensemble de ces réformes sur elles et eux. Donc, les grandes lignes de la réforme. Il y a un point dont on a parlé il y a quelque temps qui bloque l'accès au chômage pour les personnes qui ont refusé 2 fois un CDI pendant leur CDD, sous certaines conditions, c'est-à-dire que si les conditions de ce CDI sont inférieures à celles qu'ils avaient posées dans leur projet de retour à l'emploi, et c'est légitime, et malgré tout, donc il y a cette petite chape sur les personnes en CDD qui sont tenues d'accepter les conditions qu'on leur propose. Le plus gros volet de cette réforme concerne les conditions d'indemnisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être indemnisé au chômage, il faudra avoir travaillé 1232 heures ou 176 jours pendant 20 mois. Au lieu de ce qui existait là en 2023 en tout cas, c'était 910 heures 910 heures sur 24 mois, 910 heures sur 2 ans. Donc, grosso modo, on doit avoir travaillé plus en moins de temps. Très simplement, il y aura de très nombreuses personnes qui ne réuniront pas les conditions d'indemnisation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on avait déjà un chômeur sur trois qui était indemnisé. C'est-à-dire que 2 chômeurs ou chômeuses sur 3 ne touchent aucune indemnisation. Et donc, bah, là, je crois on est en train d'estimer un petit peu ce que ça va donner, mais ça veut dire que cette portion déjà très réduite de personnes qui touchent une indemnisation chômage va être vraiment être réduite à portion congrue. Juste pour faire un parallèle, en remontant un tout petit peu plus dans le temps, mais en 2018, les conditions, c'était 610 heures en 28 mois, voire 36 mois pour les plus de 50 ans. Et donc là, on est passé de 610 heures en 28 mois à 1232 heures en 20 mois. C'est presque plus que du simple au double. C'est extrêmement violent. Il y a aussi une évolution de la durée d'indemnisation, donc qui va passer qui va être réduite à 182 jours minimum. Mais surtout, le maximum va être porté à 609 jours, alors qu'il était de 730 jours auparavant. Et auparavant, pareil, si on remonte encore plus loin sur les réformes précédentes, on a réduit très largement la durée d'indemnisation. Donc il y a cette volonté que les chômeurs et chômeuses aillent le plus vite possible prendre n'importe quel emploi, n'importe quel job pour sortir du chômage. Mais on voit et on verra avec ce que nous dira Camille tout à l'heure que cette logique, elle est délétère aussi et contre-productive, même en termes de retour à l'emploi. Ce qui se passe aussi, il y a beaucoup de changements sur les bornes d'âge. Avant, il y avait des aménagements, donc j'en ai parlé d'un tout à l'heure, par exemple, qui était pour les plus de 50 ans, qui était passé à plus de 53 ans. Et aujourd'hui, donc, il y a effectivement un rallongement de la durée maximum d'indemnisation pour les plus de 57 ans qui va être à 913 jours, alors qu'avant, c'était 1095 jours pour les plus de 53 ans. Le nombre de jours, c'est un petit peu abstrait, mais je vous laisserai revoir le webinaire, traduire ça en années. Enfin, voilà. Ce qu'il faut comprendre en général, c'est que grosso modo, c'est réduit pour absolument tout le monde. J'aurais dû le dire en préambule, mais il y a il y a des raisons budgétaires bassement comptables à ces réformes d'assurance chômage. Et pourtant, on avait une caisse qui était excédentaire en 2022 autour de 4 milliards d'euros. C'est 4 milliards d'euros de bénéfices. Donc, c'est simplement une ponction des cotisations des salariés pour faire autre chose. Et donc, en plus d'être très violent, c'est extrêmement malsain comme logique. Voilà, il y a aussi, j'ai parlé de la durée d'indemnisation, je veux dire aussi qu'il y a des coefficients qui vont faire évoluer cette durée d'indemnisation en fonction de critères économiques, donc selon la croissance et le taux de chômage, cette durée, elle va pouvoir être encore évoluée à la baisse, hein, c'est-à-dire elle pourra descendre jusqu'à 1 an maximum de chômage. Euh, voilà. Et quelque chose
du coup, qui continue la réforme des retraites contre laquelle on s'est très largement battu l'année dernière, puisqu'il existe un dispositif qui maintient les droits des chômeurs et chômeuses jusqu'à ce qu'ils aient assez de trimestres pour avoir une retraite à taux plein, qui jusque-là, donc c'était à partir de 62 ans, on pouvait maintenir notre allocation chômage au plus tard 67 ans, jusqu'au moment de déclencher sa retraite. Donc cette borne de 62, elle va passer à 64. On a appris là aujourd'hui, c'est dans les choses qui ne sont pas passées au Conseil d'État, ça ne va pas passer à 64 brutalement au 1er décembre, comme le gouvernement l'avait prévu, mais ça va très simplement accompagner le recul de l'âge de la retraite. Bon. C'est toujours dans la même logique, et quand on voit un petit peu le niveau d'emploi des seniors, notamment, on le connaît un petit peu dans les secteurs du spectacle, c'est assez délétère et comme logique. Et il y a aussi la dégressivité des allocations, c'est quelque chose qui avait déjà été mis en place dans la précédente réforme, et elle va passer, du coup, le niveau des allocations passe à 70% au-delà de 183 jours d'indemnisation, mais avec des planchers, ce qui fait que ceci concerne quand même plutôt les cadres, et une possibilité de cumul des rémunérations et des allocations pour les seniors. C'est-à-dire que, bon, grosso modo, il y a une espèce de bonus qui permet de maintenir quand même une allocation chômage, même en ayant retrouvé un emploi. Donc, bon, on peut voir, en fait, très simplement, ça veut dire que l'assurance chômage va financer l'emploi des seniors. C'est aussi un petit cadeau au patronat, au passage. Et la dernière chose, je ne fais pas l'intégralité de la réforme, mais on est sur l'ensemble des grandes lignes. La dernière grande ligne, un petit peu gratuite, qui a été pour le coup reprise de la négociation interprofessionnelle, c'est que le nombre d'allocations par mois va passer à 30 allocations, quel que soit le mois. Ce qui veut dire que gratuit, très simplement, ça fait 5 jours en moins d'indemnisation par an pour chaque chômeur et chômeuse. Voilà. Alors pourquoi la logique de ça? C'est parce que c'est beaucoup plus simple, hein. Sinon, on ne sait pas trop. Des fois, on touche 31 jours, des fois, on touche 28 jours. Donc, on ne sait pas trop gérer notre budget parce qu'on est chômeur. Donc, on va faire 30 pour tout le monde. Ah bah, à la fin, bizarrement, ça fait 5 jours en moins. Ah, bon, oui, on aurait pu faire 31 pour tout le monde, hein, mais non. Bref, du coup, voilà, j'ai fait les grandes lignes de la réforme sur le régime général. On comprend sur la philosophie pourquoi on doit se battre pour ça, mais maintenant on va rentrer, du coup, si vous voulez bien, dans les cas particuliers. Et Sonia, du coup, je te laisse la parole pour nous parler des journalistes payés à la pige. Merci. Alors, j'espère que je ne vais pas être trop confuse dans mes explications, parce que moi, je suis journaliste de presse écrite, et donc je suis pigiste à Clermont-Ferrand. Je suis au bureau national du SLJ-CGT depuis déjà 3 ans. Et on a créé une section pigiste il y a un peu plus de 6 mois, justement, pour pouvoir défendre mieux nos droits. Je vais déjà évacuer tout de suite quelque chose qui ne concerne pas les pigistes, mais qui concerne tous les journalistes. C'est-à-dire que cette nouvelle réforme, elle va pénaliser. En fait, les journalistes, ils ont une clause de conscience. C'est-à-dire que quand ils travaillent dans une entreprise, dans une rédaction, s'ils sont plus d'accord avec la ligne éditoriale du journal, et vous voyez bien qu'en ce moment, il y a quand même plein de lignes éditoriales pour lesquelles les journalistes vont pouvoir se dire « Ah non, mais là, moi, ça ne va pas », et on ne sait pas comment ça va empirer. Normalement, on peut partir. C'est-à-dire qu'on peut dire « Je pose une clause de conscience, je quitte l'entreprise, j'ai le droit », et on part à peu près dans les mêmes conditions qu'un licenciement économique. Là, avec cette réforme du chômage, il y a plein de journalistes qui vont faire le calcul et se dire « Ah non, mais là, je vais trop perdre d'argent ». Et donc, ça va les freiner dans leur... ça va les gêner pour appliquer la clause de conscience. Ça, c'est déjà un vrai problème qui ne concerne pas que les pigistes, mais qui concerne vraiment tous les journalistes staffés. Après, pour les pigistes, c'est... alors, la situation était déjà dramatique. Là, ça va juste mettre un cran au-dessus, et je suis absolument pas capable d'évaluer. Je pense que c'est quelque chose que la section pigiste va essayer de faire avant le mois de décembre, c'est d'évaluer combien de pigistes ça va impacter en plus. Mais la situation est déjà terrible par rapport au chômage, parce que, alors pour vous expliquer, nous, on n'est pas sous le régime des intermittents. On est sous le régime de la loi Cressard. La loi Cressard, on devait célébrer ses 50 ans cette année, le 4 juillet, en étant reçu à l'Assemblée nationale pour expliquer comment elle n'était pas bien appliquée, comment on avait des problèmes justement pour faire respecter nos droits,
nos droits au salaire et nos droits au chômage, bon, bah, là, comme il n'y a plus d'Assemblée nationale, du coup, c'est en panne. On n'ira pas voir les parlementaires pour leur expliquer. On ne va pas pouvoir fêter les 50 ans de la loi Cressard. En fait, cette loi, Cressard, c'était un député, et donc, je vous la fais courte, mais elle cadre les interactions, le fait que les journalistes pigistes sont payés en salaire, qui ne sont pas payés en facture, qui ne sont pas payés en droit d'auteur, qui ne sont pas payés comme des intermittents, mais bien en salaire, comme n'importe quel journaliste. Le truc, c'est que, vous savez, quand on parle dans le langage courant, on dit « je ne suis pas aux pièces ». Les journalistes pigistes, ils sont aux pièces. On est payé à la pièce. On n'est pas payé à l'heure. On n'est pas payé au temps de travail. On est payé à l'article ou à la ligne ou au nombre de signes. Ou alors moi, je viens de la presse, je suis dans la presse écrite, mais pour les gens qui font de la télé, où ils sont payés à l'émission ou à la journée, mais on est payé à la tâche. Voilà, nous, on est aux pièces parce qu'on est payé à la tâche. Donc, c'est ce qui explique, ça explique que Pôle emploi a énormément de mal à calculer pour nous, déjà, combien on a gagné de l'heure. Ça veut dire qu'ils vont avoir un mal fou à calculer combien on gagne sur un mois, enfin, pour nous faire une moyenne de revenus. J'essaye de ne pas trop me perdre dans mes explications. Et en fait, donc, comme on est payé en salaire, on n'a jamais le même revenu. C'est-à-dire qu'on travaille un pigiste, il travaille pour plusieurs employeurs. Et il y a des employeurs pour lesquels il va travailler très régulièrement et d'autres pour lesquels il va travailler au coup par coup ponctuellement. Les employeurs pour lesquels je travaille régulièrement, j'ai une relation salariée. Je prends mon exemple, par exemple, pour Libération. Je travaille depuis 3 ans pour Libération. Ils ne me font pas travailler tous les mois, donc je n'ai pas un salaire tous les mois, mais je suis en CDI. C'est-à-dire que la loi Cressard, elle me permet d'être en CDI avec des employeurs, même s'ils me font travailler d'une manière très irrégulière en temps de travail, pas en temps de travail, en montant de salaire. À partir du moment où on a une relation suivie, c'est-à-dire que je travaille tout le temps pour eux. Et là, je suis considérée en CDI. Il y a d'autres journaux pour lesquels je travaille ponctuellement. Par exemple, je ne sais pas, l'an dernier, j'ai travaillé pour Kaizen. Eux, j'ai travaillé une seule fois pour eux. Là, c'est considéré comme un CDD. Donc, quand Pôle emploi va m'ouvrir des droits, il va prendre tous mes employeurs et il va décider qu'il m'ouvre des droits, il calcule combien je gagne par mois en faisant une moyenne de tous mes revenus sur les derniers mois, donc qu'il considère. Et là, il va les considérer, ça va être encore plus étiré avec la nouvelle réforme. Donc, il fait une moyenne. Et en revanche, comme je suis en CDI avec Libération ou avec d'autres titres, tant que je suis en CDI avec ce titre-là, je ne vais pas avoir d'indemnité. C'est-à-dire que Libération m'ait fait travailler au mois de janvier ou pas travailler au mois de janvier, je n'aurai pas d'indemnité chômage pour ma part Libération. En revanche, pour la part de journaux, de collaboration pour lesquels c'est ponctuel, c'est une fois de temps en temps, c'est un CDD, là, je peux avoir des droits. Donc, c'est extrêmement compliqué En fait, c'est pas très compliqué quand on a compris le principe. Le souci, c'est que des pigistes, il n'y en a pas énormément, que des conseillers Pôle emploi, il y en a beaucoup, que c'est très rare qu'ils aient plein de pigistes sous la main, donc ils ne savent pas faire le calcul, ils ne comprennent pas comment on travaille. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de faire ouvrir des droits à des pigistes, de faire calculer le bon taux à Pôle emploi, et une fois qu'on a fait calculer le bon taux et qu'on a ouvert des droits, de faire ces déclarations tous les mois et d'avoir des paiements, enfin des indemnités journalières, puisqu'il faut les recalculer chaque fois. Ce qui fait que déjà avant cette nouvelle modification de la loi, enfin, je compte pas le nombre de pigistes qui sont en galère parce que Pôle emploi ne comprend pas notre statut. Donc, on a plein de pigistes qui ont des trop perçus. C'est-à-dire qu'ils font leur déclaration correctement.
ils disent, bah voilà, moi j'ai travaillé pour tel et tel journaux, et Pôle emploi fait son calcul tout seul, il mouline tout seul, et il paye ou il ne paye pas. Des indemnités, on ne sait jamais ni pourquoi ni comment. Ils ne vous envoient pas le calcul chaque mois. Donc là, je regardais aujourd'hui sur la page Facebook de Profession Pigiste, il y a un pigiste qui a posté SOS, Pôle emploi, France Travail me demande 7 000 € de trop perçus. 7 000 € de trop perçus, c'est pas lui qui allait les chercher chez Pôle emploi. Il sait ni comment ça a été calculé, il sait pas à quel moment ça lui a été versé, puisque ça a dû être versé sur un certain temps. Sauf que maintenant, on va lui demander de les rendre, et c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on est déjà confronté, mais violemment depuis au moins 2 ans, mais même plus. Moi, je dirais depuis 5 ans. Donc, on a déjà beaucoup de trop perçus. Donc, la réforme, elle va empirer cette situation-là. On a un autre souci, c'est qu'avec la dernière réforme, les contrôles c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, en fait, les contrôles se sont durcis. Donc, on a maintenant des pigistes à qui qu'on menace. Là, on vient de publier un communiqué de presse pour une pigiste qui a plus de 60 ans, à qui on menace de suspendre ses allocations pendant 4 mois parce qu'elle n'est pas capable de justifier qu'elle a suffisamment cherché du travail. Donc les contrôles, il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus durs. Et pour un pigiste, c'est difficile de justifier qu'il a cherché du travail, puisque moi, je signe jamais un contrat avec une rédaction. En fait, on me passe une commande au téléphone. Au mieux, on va me passer une commande par mail. J'ai pas un contrat de travail, j'ai juste un bulletin de salaire, et normalement, ça fait office. Et l'usage, c'est comme ça. La loi, elle permet qu'on s'appuie sur cet usage-là. Pôle emploi, il considère que c'est pas suffisant de dire j'ai envoyé des propositions. Et donc, en fait, ce nouveau durcissement de la loi, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette nouvelle réforme, en fait, elle va juste faire exploser ce qui était déjà super dur pour nous. Ça va faire exploser le nombre de pigistes qui ne seront plus indemnisés, et je vous assure qu'on a déjà beaucoup de journalistes qui travaillent pas assez pour avoir leur carte de presse. C'est pour ça que la carte de presse est beaucoup remise en cause ces derniers mois. On a énormément de pigistes qui crèvent de faim, il faut être honnête, on a des salaires très bas, et donc beaucoup de pigistes qui n'arrivent pas à ouvrir de droits à Pôle emploi, ou quand ils ont des droits à Pôle emploi, qui se retrouvent avec des trop perçus. Ce qui fait que la nouvelle réforme, elle va juste faire exploser le nombre de gens qui vont crever de faim, qui ne vont pas gagner suffisamment bien leur vie. Ça, il faut qu'on arrive à l'évaluer, et j'espère qu'on va réussir à l'évaluer avant le mois de décembre. Et en fait, c'est au point qu'on on avait notre congrès en début de mois, là, et c'est une des motions qu'on a produit pendant notre congrès sur la réforme de l'assurance chômage, parce qu'on a calculé que ça fait 3 mois d'indemnisation en moins pour l'ensemble des journalistes, pour ceux qui ouvrent des droits, ce qui est déjà une sinécure. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire. Après, j'espère que c'est pas trop confus, et si vous avez des questions, je pourrais répondre. Voilà. Merci beaucoup, Sonia. Écoute, Peut-être si juste le dernier truc que je peux préciser, c'est ça, c'est qu'en fait, pour expliquer, c'est qu'on notre régime, il est pas du tout, il est très loin de celui des intermittents, même si celui des intermittents fait rêver beaucoup de pigistes en se disant entre deux piges, je pourrais avoir de l'argent, mais on ressemble plus aux assistantes maternelles, par exemple, dans la façon dont on est rémunéré. Ok, merci. Eh bien, Camille, si tu veux nous raconter un petit peu ce qui se passe, ce qui se trame du côté donc, des précaires, des salariés des festivals de cinéma, et Ouais. pourquoi, le coup, les réformes vous impactent. Donc, je suis membre du collectif qui s'appelle Sous les écrans l'ADECH. Le collectif, justement, il est né de la dernière réforme de l'assurance chômage qui est rentrée en vigueur en 2021
et qui est venu, comme tu le disais, changer les modes de calcul, puisque dorénavant, on prend autant la période travaillée que la période chômée pour calculer le taux journalier d'indemnisation. Et ce qui est venu effectivement faire baisser drastiquement les taux. Nous, au sein du collectif, on a fait une étude. Les gens ont perdu entre 300 et 600 euros d'indemnité mensuelle d'indemnisation chômage. Autant vous dire que c'est énorme et et j'ai même des collègues qui ont perdu 50%, passant de 1600 euros d'indemnité chômage à 800 euros. Euh, et donc, ça fait déjà plus. On avait publié une tribune lors du Festival de Cannes 2023, déjà à l'époque dans Libération, pour alerter sur cette réforme qui est déjà en vigueur et qui nous impacte déjà beaucoup, pour dire que il se passait quelque chose de dangereux pour nos métiers, mais derrière nos métiers, pour toute la filière cinéma. Le décret annoncé en avril par ce cher Gabriel Attal à la préoccupation, et c'est peu de le dire, hein, puisque effectivement, ce nouveau décret, il vient davantage durcir les règles d'indemnisation et clairement, enfin, nous, c'est possiblement la mort de nos métiers derrière. Quand on est déjà descendu à 800 euros d'indemnité chômage, si demain les gens se retrouvent avec 500 ou 400 euros, enfin, ça paraît complètement impossible. Et ce que tu racontais sur le nombre d'heures qu'il va falloir faire sur maintenant 20 mois et puis sur 24 mois, enfin, clairement, nous, il y a plein de gens qui vont plus pouvoir ouvrir de droit. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, la dernière réforme qui est donc en vigueur, elle a permis aussi, nous, de mettre en lumière les conditions d'embauche en festival. Effectivement, contrairement à beaucoup de métiers du cinéma, les festivals ne dépendent plus du régime de l'intermittence, d'où toute la problématique de l'assurance chômage, hein, puisque les festivals de cinéma ont été sortis de l'intermittence en 2003. Et c'était d'autant plus facile, je pense, à l'époque de sortir les festivals de l'intermittence, puisqu'on est un secteur qui n'est absolument pas structuré. La majorité des festivals n'ont aucune convention collective, on a juste le simple droit du travail le plus basique. Et c'est ça aussi que ça a mis en lumière, c'est les conditions d'embauche et notamment toutes les conditions un peu inhérentes à l'embauche en festival où souvent, chez nous, les heures sup payées, ça n'existe pas. C'est-à-dire on a un salaire mensuel, qu'on fasse 35 ou 80 heures, c'est la même. Et en période de festival, là, moi, je rentre du Festival de Cannes, j'ai travaillé 18 jours consécutifs, 18 heures par jour. Ce qui donne un peu une idée Et effectivement, oui, la réforme, elle est dramatique. Et on a appelé, du coup, nous, avant le Festival de Cannes, à la grève, ce qui a un peu permis de bousculer les choses, mais pas sur la partie réforme de l'assurance chômage. On s'est retrouvé assez impuissant face à ça, mais pour le coup, un travail justement de raccordement à une branche et comment on professionnalise davantage le secteur en ayant une convention collective un peu commune à tous les festivals de cinéma, parce que c'est un peu, très, très clairement, aujourd'hui, l'embauche en festival, c'est la loi de la jungle et c'est au bon vouloir de l'employeur. Et chaque travailleur négocie tout seul. Et en fait, comme il n'y a pas de convention collective auquel on est rattaché, c'est de la négociation personnelle en permanence. Ce qui même, je pense, avant la création du collectif, faisait que même entre nous, on ne se disait pas trop combien on gagnait, tout ça, parce que des fois qu'on avait mieux négocié que le voisin, ça a créé un climat assez pourri. Mais voilà, et dans nos revendications, il y avait cette volonté, puisque pour le coup, en festival, on travaille de façon intermittente, on enchaîne les contrats de 3 mois sur un festival, puis 3 mois dans un autre. Une de nos demandes, c'était justement, au vu de ces réformes successives de l'assurance chômage du régime général, de pouvoir récupérer le régime de l'intermittence et de récupérer une convention collective qui nous permette, pour certains de nos métiers, de pouvoir être intermittent et clairement pour sauver ces métiers, puisque
la réforme actuelle, elle a déjà fait partir plein de gens et la filière, elle va perdre en compétences. Et clairement, à partir du 1er juillet, certes, ça ne va pas entrer en vigueur tout de suite, mais qu'au 1er décembre. Mais je ne compte plus les gens qui ont décidé de ne plus travailler en festival, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus manger et payer leur loyer. Et clairement, la filière, elle va s'appauvrir et c'est dramatique. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait beaucoup de prises de parole et qu'on a mené des actions depuis 1 an et notamment lors du dernier festival de Cannes, c'est-à-dire pour alerter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est certes les travailleurs et travailleuses de festivals qui sont impactés directement, mais derrière, en fait, c'est pas que notre problématique, c'est la problématique de tout le secteur et de toute la branche, puisque c'est aujourd'hui, quand on connaît la place des festivals dans l'industrie cinématographique et même, et il y a aussi sur les territoires, dans les politiques culturelles, c'est devenu des espaces essentiels à la vie des films. Et si demain, nous, on disparaît, clairement, c'est la pérennité des festivals qui est en question et à plus grande échelle, bien évidemment, toute une filière qui peut être fragilisée. Donc, j'avais bon espoir qu'avec la dissolution, ce décret soit dissous aussi. Malheureusement, il n'en est rien. Il n'y a bien que ça qui est maintenu. Et ça en dit long, je trouve. Donc, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais et le climat politique est plutôt très, très angoissant, à mon sens. Mais voilà, oui, à part de la casse sociale, je vois pas où on va là. Oui, tout ça est très inquiétant et en plus, enfin, je trouve que ce que tu dis montre l'absurdité même économique de ces réformes parce qu'à un moment, ces festivals, on a besoin qu'ils existent, il faut qu'il y ait quand même des gens qui travaillent dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Ou alors, c'est des gens Non, au mais RSA, qui vont venir reprendre oui, les... mais c'est en ça que c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, mais c'est lié justement, comment les festivals se sont professionnalisés et c'est ce qui fait que le secteur est pas du tout, il n'y a pas de convention et ce soit un peu le bazar. C'est-à-dire que la majorité des festivals sont des associations, et beaucoup de festivals sont nés dans les années 60-70 avec un côté très militant, de se dire on va défendre telle cinématographie, on va créer un ciné-club. Et puis, et donc, la forme associative, elle était logique. Mais qui disait forme associative disait bénévolat. Tous ces gens avaient un métier à côté. Souvent, ils étaient profs, chercheurs. Et avec le temps, les festivals se sont professionnalisés. Ça a créé de l'embauche et c'est devenu nos métiers. Mais des métiers sur lesquels on n'a jamais réfléchi et qui n'ont jamais été répertoriés nulle part. Ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de festivals ne dépendent d'aucune convention collective. Les fiches de poste n'existent pas, il n'y a pas de grille de salaire, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, tout est au bon vouloir de l'employeur qui lui-même n'a. Enfin, en fait, la responsabilité pénale et juridique, elle incombe au CA de l'association qui lui-même qui est donc devenu employeur bien malgré lui sans en avoir souvent les compétences et qui a en plus délégué l'embauche et les ressources humaines à un salarié qui a donc le poste de direction. Mais et, euh, et je pense que le système, il était à peu près viable, bien que c'était déjà extrêmement précaire par nature, tant que l'assurance chômage, elle était digne de ce nom-là, et que ça permettait aux gens d'accepter des conditions d'embauche un peu borderline, mais comme il y avait les périodes de chômage derrière, enfin, tout le monde se rattrapait et que je pense que inconsciemment, les employeurs aussi se disaient que ben, bon an, mal an, tout le monde, on s'y retrouvait tous et tout le monde était à peu près gagnant. Là, le fait que l'assurance chômage du régime général, elle soit détricotée, bah, ça vient mettre le château de cartes si d'un seul coup il s'écroule, quoi. Merci beaucoup, Camille, et puis merci aussi, parce que ça me fait même une transition, c'est-à-dire que quelque part aujourd'hui, le régime de l'intermittence, c'est une carte verticale sur ce château, quoi. Faut le Mhm. voir comme ça. Effectivement, les salariés intermittents et intermittentes, pour leur indemnisation chômage, parce qu'on
d'autres problèmes au travers notamment des coûts budgétaires ou des difficultés liées à l'emploi, ne sont très peu impactés par la réforme en elle-même, puisque les conditions sont grosso modo maintenues par rapport à celles qu'on a gagnées en 2016. On va continuer avec 507 heures sur 12 ans, avec le même mode de calcul de l'indemnisation, etc. Le seul point de la réforme qui nous impacte directement, c'est le maintien de droit, donc ce que j'en parlais tout à l'heure pour le régime général, qui permet à 62 ans d'avoir un maintien de l'indemnisation, même si on ne remplit pas les conditions des 507 heures. Donc cette chose-là, elle va passer à 64 ans. Si on regarde à la loupe les conditions d'emploi dans certains secteurs, notamment pour, je veux dire, pour certaines femmes artistes, pour certaines catégories d'emploi, il y a clairement un déclin de l'emploi à partir de 55 ans. Et ça veut dire que des personnes aujourd'hui qui survivent, qui auraient pu vivre grâce à ça, vont se retrouver dans l'extrême pauvreté. On n'a pas encore réussi à estimer combien de personnes ça représentait, mais sur l'ensemble de bénéficiaires du dispositif de maintien de droit aujourd'hui, c'est 2100 personnes, donc c'est pas un petit, c'est pas. Et puis quand bien même, ce serait un petit nombre, ça justifie absolument pas du tout de prendre des mesures aussi brutales. Bon, bah, je l'ai dit tout à l'heure, on avait négocié un accord sur l'intermittence avec les représentants avec les organisations d'employeurs, un accord qui était unanime avec signé par toutes les organisations, qui faisait évoluer un certain nombre de points qui ne sont pas tout à fait anodins dans nos métiers, notamment des points qui concernent la santé, la prise en compte des arrêts maladie pour les 507 heures et le calcul de l'indemnisation. La même chose pour les congés paternité. On a fait une enquête à la CGT Spectacle au mois d'avril sur la santé dans nos secteurs, qui établit que les intermittents et intermittentes ont 4 fois moins recours à des arrêts maladie que les permanents et permanentes des mêmes secteurs. Exactement la même proportion pour le congé paternité. On voit donc toute la problématique d'inégalité femmes-hommes qui se cache derrière. D'ailleurs, le congé paternité, ça a fait l'objet d'une note du défenseur des droits au mois de mai de 2023, qui préconisait la stricte égalité entre le congé paternité et le congé maternité, ce qui paraît quand même la moindre des choses, mais donc ça n'est pas retenu dans le décret, tout comme n'est pas retenu la fin des règles absurdes de ce qu'on appelle le droit d'option, qui permet de basculer d'une indemnisation au régime général à une indemnisation à intermittent, les règles actuelles qui font que des personnes sont bloquées pendant des années avec des indemnisations très très faibles à 25 euros par jour, mais très longues, qu'ils n'arrivent pas à écouler parce que on n'est pas indemnisé parce qu'ils travaillent, donc ils ne touchent même pas d'indemnisation, donc ça repousse la fin de droit, etc. Et donc, c'est des gens qui restent bloqués comme ça, qui ne peuvent jamais toucher l'indemnisation, à moins de s'arrêter complètement de travailler, ce qui est totalement absurde. Ça aussi, on n'a pas obtenu gain de cause, tout comme on n'a pas obtenu gain de cause sur le fait de prioriser la clause de rattrapage sur une indemnisation au régime général, sur la revalorisation des allocations planchers, les allocations planchers, elle est toujours de 38 euros pour les métiers techniques et administratifs depuis 2016, ça n'a pas bougé. Même 44 euros pour les artistes, on est en dessous du SMIC actuellement, 38 euros, on est loin en dessous du seuil de pauvreté. Donc tout ça ne bougera pas. Et donc, bon, c'est effectivement, on pourrait s'estimer heureux de ne pas être victime des coupes franches que vive le régime général, mais malgré tout, il y a quand même des problèmes sociaux qui concernent peut-être peu de personnes, mais qui restent toujours dramatiques. Mais surtout, il faut avoir la conscience aujourd'hui à quel point le régime des annexes 8 et 10 est devenu un régime d'exception, là où il était uniquement avant 2017, avant 2017, un régime adapté à des pratiques d'emploi. Aujourd'hui, c'est un régime d'exception, c'est-à-dire qu'avant, par exemple, les conditions d'indemnisation, elles étaient plus dures, voire même beaucoup plus dures, c'est-à-dire que 507 heures sur un an, c'est plus dur que 610 heures sur 28 mois, de fait, comme condition d'indemnisation. Donc, on nous demandait de travailler plus comme compensation à certains autres avantages, notamment sur le calcul de l'indemnisation ou d'autres choses. Mais aujourd'hui, en fait, 507 heures sur 12 mois, c'est moins que 1000, j'ai dit 1200 et quelques heures sur 2 ans, tout simplement.
Ça devient, on finit effectivement par avoir un régime d'exception, et ce régime d'exception, il est tellement, il devient extrêmement fragile, quoi. D'où toute la nécessité dont on a toujours parlé de se mobiliser pour l'ensemble de l'assurance chômage, pour qu'elle elle prenne sa philosophie d'assurance, c'est-à-dire de filet de sécurité, de continuité de revenus entre deux emplois, dans la philosophie de la sécurité sociale. Donc continuons de porter ça, et mobilisons-nous demain. Pour finir cette présentation, je vais quand même dire un petit mot de ce qu'on peut imaginer de l'arrivée du Rassemblement national pour l'assurance chômage. Clairement, le Rassemblement national, comme la famille politique dont il fait partie, qui d'ailleurs vient s'allier de manière très logique avec une partie des Républicains aujourd'hui, par la partie la plus dure des Républicains, c'est par nature un parti antisocial. Quoi qu'ils disent, un jour il dit qu'il faut arrêter qu'il est contre la réforme des retraites, mais finalement on voit aujourd'hui que ce discours se délite petit à petit au fur et à mesure de la campagne. C'est pas maintenant, puis finalement ce sera à 66 ans. Quand on a commencé à travailler à 24 ans, etc. Le Rassemblement national n'a pas du tout de vocation sociale. Il a plutôt tendance à se mettre toujours au service du patronat. Et d'ailleurs, la preuve qui est assez inquiétante, c'est qu'un sondage paru hier dit que plus de 40% des patrons s'apprêteraient à voter le Rassemblement national. Donc, du côté de la défense des travailleurs et travailleuses, il n'y a absolument rien à attendre en matière de droits sociaux. Et en plus, on peut s'inquiéter aussi de tout son besoin de contrôle, etc. Et notamment, si on revient à la presse, hein, les questions de liberté de la presse, avec en plus la pression sur les travailleurs, ça prend une autre dimension. Quand derrière, il y a aussi le projet de privatisation de l'audiovisuel public, on peut faire quand même un grand cercle qui est extrêmement inquiétant. À l'inverse, il faut dire aussi aujourd'hui qu'il y a une autre politique qui est possible, il faut se mettre en porte-à-faux contre l'idée qu'il n'y a aucune alternative. Je vous lis cette phrase que j'aime bien, qu'on a écrite dans notre communiqué de la CGT Spectacle au lendemain des européennes, et donc au moment de la dissolution. On dit qu'il existe en France une majorité pour revenir sur l'âge de la retraite à 64 ans, le développement de services publics au plus près des populations, et le développement d'une protection sociale couvrant tous les accidents de la vie, pour ne prendre que quelques exemples. Et ça, il faut le porter aujourd'hui. Je vais faire une petite incise sur une catégorie de travailleurs et travailleuses dont on n'a pas parlé ici, et pour cause, c'est les artistes, auteurs et autrices, donc qu'on défend dans plusieurs syndicats de la CGT Spectacle, qui ne sont pas concernés par la réforme de l'assurance chômage, puisque ne sont pas salariés, et donc n'en dépendent pas. Ben, on porte plusieurs syndicats de la CGT Spectacle, d'autres organisations d'artistes, auteurs, donc notre fédération, portent un projet de loi pour la continuité de revenus des artistes, auteurs et autrices, qui aurait pu éventuellement, qui était en passe d'être examiné à l'Assemblée nationale avant la dissolution. Donc évidemment, ça tombe à l'eau. La réforme de l'assurance chômage, elle passe. Par contre, l'idée d'examiner, d'aller rechercher des nouveaux droits pour des personnes qui en sont privées, c'est pas possible. Donc, il va falloir continuer ce combat, notamment pour que cette idée de continuité de revenus entre deux emplois, entre deux travaux, puisse être une réalité pour tous. Donc, porter une majorité pour le défendre, mais quel que soit le résultat des élections, il va falloir une mobilisation très forte pour porter l'ensemble de ces sujets-là, pour revenir en arrière, pour réinventer une assurance chômage qui nous couvre toutes et tous. Voilà. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, ce qui veut dire soit on a été très clair, soit au contraire on a été tellement peu clair ce n'est même pas possible de formuler des questions. Non, mais si jamais dans les 30 secondes, une ou deux personnes ont des choses à dire, eh bien, je les laisse, mais sinon il est bientôt 19 heures, donc peut-être qu'on peut se dire que... Moi, je veux bien prendre la parole 2 secondes. Bien sûr, vas-y. Je veux bien. Alors, d'abord, je pense que réinventer une assurance chômage, je pense que c'est une super. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on peut tous se mobiliser. Je veux bien que tu redises c'est quoi les rendez-vous
sur lesquels on peut se mobiliser, d'autant que moi je suis en région et tu vois, les pigistes, il y en a aussi dans toute la France et on peut vraiment, oui, je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on arrive à se mettre à travailler ensemble et du coup, je veux bien que tu redonnes les échéances de rassemblement. Oui, 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 très bonne idée. Écoute, je peux dire donc, je l'ai dit tout à l'heure, à Paris, il y a un rendez-vous à 11 heures devant le siège du MEDEF. Euh, j'ai plus l'adresse exacte, mais ça, vous le trouverez facilement. On a diffusé une carte de. Si vous pouvez, peut-être vous pouvez regarder les publications Facebook de la CGT Chômeurs Rebelles Précaires, c'est parce que c'est eux qui tiennent à jour la carte des mobilisations. Donc, je peux vous lire ce que je vois rapidement. À Marseille, 11 heures devant la préfecture. À Rennes, 12 heures à l'esplanade Charles de Gaulle. À Lille, 14h30 à la porte de Paris. À Toulouse, 12 heures au CCI. À Lyon, on sera à 15 heures devant la préfecture, etc. Là, j'ai une quinzaine de rendez-vous. Enfin, il y en avait une quinzaine, ça c'était il y a quelques jours. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont mis en place depuis. Voilà, et du coup, retrouvons-nous dans les mobilisations et puis continuons aussi de porter ça. Aussi, je vous invite à regarder si vous avez l'occasion, s'il passe près de chez vous, le film d'Hélène Crousilla qui s'appelle L'effet Bahamas, qui raconte de manière très poétique l'histoire de l'assurance chômage et qui est actuellement sur une petite tournée qui est préalable à sa sortie en salle au mois de septembre, un film qui est très chouette et qui donne un petit peu envie se rassembler de porter à nouveau cette lutte. Et je vois une question. Alors plusieurs questions. La règle des 62 ans est-elle encore applicable aujourd'hui? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un maintien de droit à 62 ans. Une personne qui a 62 ans aujourd'hui et jusqu'au 1er décembre verra son indemnisation maintenue. Alors, petite incertitude sur les cas intermédiaires, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait 62 ans en novembre. Est-ce que du coup, il serait rattrapé par l'évolution progressive à partir du 1er décembre? Honnêtement, il va falloir qu'on discute là avec l'UNEDIC, avec les services de France Travail, pour comprendre exactement comment ça va se faire. Mais pour aujourd'hui, a priori, il n'y a pas d'inquiétude. Puis comme en décembre, on sera à 62 ans et 6 mois, a priori, le palier, il devrait être assez faible. Mais voilà, j'espère que ça répond à la question, malgré la petite incertitude. Pour l'enregistrement du webinaire, absolument. En tout cas, il est disponible sur Facebook, parce on était en direct sur Facebook, donc vous pouvez voir le replay dès maintenant sur Facebook. Et on le publiera sur YouTube, un enregistrement un peu plus propre qu'on a fait d'ici très peu. Cécile demande si les femmes seront-elles davantage impactées et pourquoi. J'ai l'impression que la réponse est un petit peu dans la question. La réponse est probablement oui, tout simplement parce que les femmes sont plus impactées par la précarité en général, par des temps partiels, du coup, à la fois, bon, les femmes étaient très impactées par la réforme de 2021 qui a réduit la durée d'indemnisation des personnes en emploi discontinu. Mais là aussi, sur la durée d'emploi, ça va effectivement avoir un impact genré qui peut-être qu'on essaiera de mesurer très prochainement. Voilà, et Colline nous donne l'adresse du MEDEF, 55 avenue Bosquet, dans le 7e. Eh ben, merci beaucoup à toutes et tous de votre présence. Merci Camille, merci Sonia. On se retrouve très bientôt et voilà, je vous invite aussi à diffuser ce webinaire et à parler ce sujet. Le bouche à oreille, c'est quand même toujours le plus important. Merci beaucoup et à très bientôt.